I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Welcome to the AB Show en présence de Nicolas Haute, la grosse tête du MMA français et qui est Smart Fight. Comment il va, mon gars? Écoute, Boulogne, ça va très très bien. Content d'être invité sur ta chaîne aujourd'hui. Content de pouvoir parler un peu d'RS10 et de tous ces combats voilà, sur lesquels on est enthousiaste comme d'habitude. Dernière grosse carte de l'année avec l'Hexagone aussi. Il me semble que c'est dans les parages. Je ne sais pas c'est quelle date exactement. Ouais, c'est en janvier, je crois, l'Hexagone. Ouais, c'est janvier. Ok, je pensais que c'était là avant. Donc, tu vois, donc dernière grosse carte de l'année. On finit en beauté avec ce match-up qui nous hype tous. Ouais. Et tu as vu tout à l'heure, il est sorti l'extrait du face à face là. Ouais. Ça envoie, hein. Ça envoie. Ouais, ça envoie. Donc, non, on est chaud quoi pour ce truc-là. Super chaud. Effectivement, on est à 2 jours du gros fight entre Mikael Lewis et Carla Moussou. Donc on va revenir parler un petit peu de la carte, des combats qui nous intéressent un peu plus que... Et voilà, Nico, je vais te laisser démarrer. Nico, si tu as des combats en particulier toi, dont tu veux parler. Écoute, moi je suis devant, tu vois, j'ai pris ma petite anti-sèche un peu, je vois que tu fais ça toi aussi. Donc je suis devant ma tablette, je vois le premier combat où je suis désolé pour les gars, je ne les connais pas, ni Anthony Laurent, ni Mohamed Ramdan. Est-ce que tu les connais? Non. Voilà, donc, pareil, ouais. Aucune info. Moi, je vais directement au deuxième combat où il y a Aboubakar Younousov, qui affronte Tom Wright. Donc Tom Wright, a priori, c'est un Écossais, un Irlandais, pardon. Aboubakar, que je vais appeler Abou parce que ce sera plus simple. Aboubakar, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le frère de Tourpal. Donc ceux qui suivent Ares, ils ont vu Tourpal performer. Il a fait maintenant 2 combats à Ares. Ces 2 combats, ils se sont terminés de manière expéditive. Aboubakar, c'est son petit frère. Les deux sont arrivés sur la scène du grappling français il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 4-5 ans. Ils sont arrivés, ils viennent de Tours, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est dans ces endroits-là, ouais. Voilà, donc ils viennent de Tours, ils s'entraînaient ensemble en permanence. Ils sont arrivés sur la scène du grappling français dans laquelle ils ont fait des ravages dès qu'ils sont arrivés. Abou notamment, il a été donc il a gagné plein de petites compètes, de moyennes compètes, et ensuite il est arrivé jusqu'à la finale des championnats de France, pendant laquelle il s'est incliné face à Ali, qui est le représentant français des moins de 70 kilos en grappling et qui a médaillé aux Europes et qui a médaillé aux championnats du monde. Donc Ali, c'est du super costaud. Vivacité, Abou, il a fait un match, vivacité. Abou, il a fait un match de malade mental avec Ali pour sa première année au championnat de France. Abou, il avait soumis, il avait détruit. Tu sais, il jetait les mecs en l'air, il passait dans le dos, il étranglait. Voilà, c'était insolent. Franchement, là, moi, j'ai suivi le truc parce que le grappe, comme toi, à la base, c'est ma première passion dans le MMA, etc. Qu'en plus, Abou, c'était un mec de ma caté. Donc, même si je ne fais plus les compètes de grappe, j'aime bien jeter un coup d'œil, garder. Ouais. Puis souvent, les mecs, je les connais, j'ai tourné avec l'essentiel des mecs. Et quand Abou, il est arrivé, c'est vrai que tout le monde s'est dit c'est qui ce gars-là? Il est fort, il est tonique, il jette les gars. Maintenant, Abou, là, il fait son premier combat en MMA à Arès. Il a fait plusieurs combats amateurs. A priori, il a fait un combat pro. Mais Abou, il fait son combat là à 61 kilos. Donc, c'était un 70 kilos en grappe. Là, il combat à 61 kilos. C'est le sparring partner, c'est un des sparring partners de Taylor Lapillus. Ouais. Donc, il s'entraîne en permanence avec le numéro 1 français des 61 et pour moi, certainement un des top mondiaux des 61 kilos. Abou, il s'entraîne aussi au Factory avec Tar Djerbi. Il s'entraîne avec toute une ribambelle de 61 qui sont costauds, qui sont sévères, qui sont... Voilà. Moi, j'attends ce combat avec beaucoup d'impatience je pense que Abou va nous faire quelque chose de spectaculaire, comme Tourpal nous l'avait fait lors de son premier combat à Arès. Ouais, j'ai rien à rajouter. T'as tout dit. Et ce qui est bien avec ces gars-là, c'est qu'ils cherchent vraiment. C'est pas des gens qui vont être sur la gestion, qui vont contrôler, qui vont frapper, qui vont prendre des positions. Ils cherchent directement le finish. Et surtout avec les prédictions spectaculaires. Donc, comme t'as dit, je pense qu'il va nous régaler à bout.
pour son deuxième combat professionnel lors de Ares. Après, son adversaire, il a un petit passif en amateur, mais j'en sais pas plus sur lui, ni sur son style. Mais bon, je pense que ça m'a l'air en tout cas d'être un match-up striker vs lutteur. Mais ça s'annonce pas mal en tout cas. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en amateur, il a 8 combats. Hein, donc c'est un mec qui a un vrai passif. Même s'il a 0-0 en pro, il a 8 combats amateurs de MMA sur le circuit anglais. C'est du solide. Il a 4 victoires, 4 défaites. Donc il combat en amateur depuis 2017. Donc voilà, c'est un mec en face. Pour donner une idée, pour ceux qui regardent Ares et qui se posent la question, en face, c'est l'équivalent de ce qu'on a eu en professionnel en France pendant longtemps. Donc, c'est un mec qui a de l'expérience, qui connaît le combat, qui connaît le MMA et qui a roulé sa bosse dans son pays et qui vient cette fois-ci se tester à l'international et en professionnel. C'est ça, c'est ça. Et juste après, on fait un gros rebond chez les poids lourds, chez les moins de 120 kg. Il y aura Badr Medkouri face à Benjamin Seik. Badr qui est sur 4 victoires consécutives. Benjamin Seik qui est sur 4 victoires et 2 défaites. Mon dernier adversaire, très 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 dangereux au sol. Donc c'est un peu, on va dire, c'est une opposition de style. On a Badr qui est, on va dire, assez complet, plus striker. Et en face, c'est du gros JJB très agressif. Ok, oui. C'est le mec que tu avais affronté. C'est ça. Et donc, ce mec-là, depuis, il a perdu 2 fois. Il a perdu une fois à Arès, une fois en Serbie. Alors, quand tu l'avais affronté, il était invaincu. C'est ça. Et en face, on a Badr. Moi, je me rappelle, j'avais discuté avec lui, j'avais été impressionné par son combat contre. La dernière fois, il a battu Alpha Sissoko à Arès. Ouais. Il avait mis en place une très belle stratégie pour casser le striking d'Alpha. J'avais trouvé ça très intelligent. J'avais vraiment trouvé qu'il avait bien bossé. Il me semble que c'est un mec qui vient de l'équipe de Foissard, non? C'est ça? Exactement. C'est ça, de Marseille, ouais. Donc, c'est une équipe qui bosse bien. C'est une équipe qui connaît la stratégie, qui bosse bien. On peut supposer de ce qui va se passer. C'est-à-dire que lui, il va tenter de boxer et d'éviter le sol. Alors que l'autre, on l'a vu, c'est un mec qui est fulgurant au sol, qu'il ne faut surtout pas suivre au sol. Belle opposition et belle occasion, je dirais, pour Badr de continuer sa montée. Parce que là, pour moi, s'il bat Benjamin Seik, il est en train de prouver que vraiment, dans la catégorie des heavyweights en France, il a une place plus que respectable. Ouais. Déjà, il nous avait impressionné en fait lorsqu'il avait affronté Damien Losco là, en short notice lors de l'Hexagone il y a maintenant 1 an. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se faire connaître. En plus, c'était un combat qu'il avait pris en short notice. Ce combat-là, je l'attends. Je l'attends parce que en fait, j'aimerais vraiment voir la stratégie qu'il va mettre en place. Bon, on la connaît quand même, la stratégie. On sait que ça va être d'éviter le sol parce que voilà, Benjamin Seik, malgré qu'il n'a pas de boxe, pas de lutte, c'est quand même du haut niveau au sol, très agressif sur les soumissions et tout. Mais Badr, en fait, stylistiquement, c'est pas quelqu'un qui je touche, je sors. Tu vois, il m'a l'air d'être un petit peu lourd sur les appuis. Et lorsqu'il se fait lutter, il n'a pas cet automatisme-là à repousser ou à essayer de sortir. Il accepte le clinch. Donc là, je pense que ça va vraiment être une première pour lui de mettre une stratégie comme celle-là, genre d'empêcher la lutte, de ressortir, de toucher, de ressortir. Mais donc ouais, j'ai hâte de voir ce combat. Mais en tout cas, il y a du progrès à chaque sortie. Sur les phases, lorsqu'il se fait emmener au sol, il arrive à bien se relever. Sur la boxe, c'est plus du pied-point. Je le vois pas trop exceller en anglaise, ni trop exceller sur les jeux de jambes, mais c'est assez mixé. Il y a quelques low kicks qui partent, des gauches-droites. Il m'a l'air d'avoir du punch, un bon bras arrière. Et donc en face, c'est Benjamin, un kamikaze. Le gars, il te rentre dedans. Il veut rien savoir. Donc non, ça risque d'être un combat bien engagé. Ce qui peut jouer en la faveur de Badr, et je pense que c'est un thème qui va revenir dans cette analyse de carte, c'est les 2 défaites que vient de subir Benjamin. On sait qu'en MMA, dès que tu as perdu, les stats, il me semble que la stat c'est ça, dès que tu as perdu, tu as 2 fois plus de chances de perdre au prochain combat. C'est-à-dire qu'un combat normal, tu as 50% de chances de perdre. En termes de stats, quand tu as perdu le combat d'avant, là, tu n'as plus que 25% de chances en vrai de gagner le prochain combat. C'est-à-dire que tu as 2 fois plus de chances de perdre. Pourquoi ? Simplement parce que tu as perdu. Donc, il y a des actions dans lesquelles tu vas douter, tu vas prendre un temps en plus. Et en fait, parfois, le temps en plus que tu as pris dans l'action, c'est ça qui fait que tu perds l'action. Et donc,
plus tu perds, plus c'est difficile. Et on a vu des séries de défaites de mecs qui gagnaient et d'un seul coup, ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5 défaites et briser ce cercle de défaites, souvent, c'est très, très, très compliqué. Et ouais, c'est bien que tu le précises parce que son dernier combat, il perd par KO. Donc j'ai l'impression qu'il ne prend plus trop les coups. J'ai l'impression. Donc on verra ce que ça va donner. Bulldogs, est-ce que toi, tu as des nouvelles sur tes prochains combats à RS et la possibilité que, parce qu'on parle de Takate, la possibilité que tu rencontres l'un de ces deux combattants dans un avenir proche ou lointain? Benjamin Seyk, je pense pas qu'il y aurait une revanche ou autre parce qu'il est parmi nous là au MMA Factory. Badr, c'est quasi sûr. Ça va se faire à un moment donné, c'est quasi sûr, je pense en 2023. Surtout moi, le fait que je combats début d'année. Donc si je gagne ce combat-là, et je vais le gagner, et forcément je vais rencontrer Badr à un moment donné. Donc ça va se faire. Ça va se faire. Cool, intéressant. Ouais. Et juste après, on a le combat d'Abouef. Abouev, ouais, contre le nom, Yacine Haddad. Yacine Haddad, c'est celui qui avait affronté John Kazneuil. Ouais, c'est ça. Et en face, on a Abouev que je connais pas, mais que je vois tourner sur les vidéos du Facto, etc., qui a l'air d'avoir un pied-point honnête, qui a l'air dagestanais, il me semble, comme ça, visuellement parlant, qui a l'air d'avoir une lutte correcte, donc qui a l'air d'être relativement complet. Yacine Haddad qui avait boxé beaucoup contre John Kazneuil. Ouais. Je ne l'avais pas vu spécialement complet, par contre, je l'avais vu vaillant, guerrier et endurant. Voilà si je devais mettre des qualités du côté de Yacine. Après, j'ai l'impression comme ça, et on verra, hein, peut-être que Yacine va me faire mentir parce qu'il avait été vraiment courageux contre John, mais j'ai l'impression que Abouev, en termes de MMA et de capacité de mixer plusieurs techniques, du pied-point, de la lutte, du sol, etc., j'ai l'impression qu'Abouev est bien au-dessus. Ouais, le seul problème en fait, c'est que sur son dernier combat, en fait, moi je le voyais pendant l'entraînement et en fait, il perdait du poids à vue d'œil. Et en fait, lorsqu'il est arrivé en combat, j'avais l'impression, je sais pas du tout en fait de quel poids il était parti, mais j'ai l'impression qu'il avait énormément cuté. Surtout que son avant-dernier combat, enfin le dernier combat là, avant celui-là, il me semble que c'était en welterweight. Et tu sais, je le voyais à vue d'œil qui m'avait l'air un petit peu fatigué. Et lorsqu'il justement il est arrivé en combat, je pense qu'il a démarré trop fort. Donc je pense qu'il là, sur ce combat-là, il va falloir qu'il gère ce côté-là de gestion d'énergie. Sinon, ouais, en termes de MMA, je le trouve meilleur que son adversaire, qui n'est pas mauvais aussi, hein. En face, c'est pas mauvais en pied-point, mais ouais, en termes de MMA, je pense qu'il est au-dessus Abouev. Mais il y a trop de fougue. Tu sais, par exemple, Ibrahim Mané, avant qu'il combatte, j'avais supervisé en fait leur sparring justement à Abouev et Ibra, et Ibra devait appliquer une stratégie et Abouev devait, on va dire, jouer un petit peu au style taekwondo, tu vois. Au bout de 2 minutes, c'est parti en bagarre, des grands crochets et tout, et c'est un peu ce que je lui reproche, c'est qu'il est un petit peu trop foufou, tu vois. Il est volontaire, il en veut et c'est un peu ce qui peut lui faire défaut, mais en tout cas, j'espère voilà qu'il reviendra un petit peu plus calme. D'ailleurs, un petit big up à So Coaching qui a pris sa prépa en charge. Donc voilà, en espérant qu'il lui apporte un peu de patience et d'intelligence de combat. On va voir ça. En tout cas, si il va à la guerre, ça va être un combat de malade parce que Yacine, on sait que lui, il est généreux là-dedans aussi. Il est provocateur. Il est provocateur, il est généreux. Moi, je l'ai découvert avec John. Je connais très très bien John. Et Yacine m'avait impressionné par sa durabilité et le fait que voilà, il a accepté de prendre des coups, de rendre des coups. Il était joueur et c'était cool à voir. Donc, il va falloir qu'il reste concentré. Voilà. Prochain combat, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose de particulier à dire. C'est Azamat contre Brandao. Non, Azamat, c'est celui qui avait affronté Slim pour la ceinture des heavyweight. Brandao, je ne le connais pas du tout. Non, moi j'avais. Si ça dit, on peut passer directement au combat de Paulin. Alors attends,
parce qu'il y a un combat qui m'intéresse ensuite. Il y a 2 combats qui m'intéressent ensuite, Paulin. Ok. On a d'abord celui de Vlad Gutou. Vlad Gutou, allez voir, tapez sur Internet, tapez Gong, Guy or no Guy, et ensuite allez voir, tapez lutte ou lutteur ou vol ou quelque chose comme ça. Vous allez voir les débuts en amateur de Vlad Gutou. Vlad Gutou, c'est un Moldave. Gros pays de la lutte, la Moldavie. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Gros pays de la lutte, notamment de la lutte gréco-romaine. Vlad, je vais certainement avoir des imprécisions, mais c'est très très proche de ça. Il a 2 frères qui sont lutteurs internationaux, qui sont des lutteurs qui, il y en a un qui a gagné les championnats d'Europe junior, il me semble, et l'autre, et les 2 participent au championnat du monde. Voilà, gros niveau de lutte. Ouais. C'est un mec, alors il a une boxe super atypique, à distance, explosif. Il t'envoie un direct de 4 mètres de longueur. Ensuite, il se baisse, il te fait un coup de pied retourné. C'est grave bizarre. Ça vient de partout avec lui, je te jure. Ça va de partout. Moi, j'étais coach quand il est arrivé au Factory, donc j'ai beaucoup coaché ses entraînements. Et je ne comprenais pas au début comment les mecs n'arrivaient pas à le boxer. Je disais, mais les gars, il fait n'importe quoi. Comment ça se fait que vous... Et en fait, il faut mettre les gants avec lui, il faut vraiment étudier le truc pour comprendre qu'en fait, il y a une boxe qui va dans tous les sens, où il couvre une distance de fou en 1 seconde. Et du coup, il est galère. Et quand tu es proche de lui, eh ben, c'est simple, il met la main sur toi, il te fait voler en souplesse arrière, c'est son grand kiff. Et après, c'est compliqué. Je l'ai coaché dans cette vidéo, on me voit le coacher là. C'était les championnats de France de Pancras ou un truc comme ça. Je lui apprends une clé entre 2 combats. Ouais. Entre 2 combats, je vois qu'il se retrouve beaucoup en croix. Je lui dis, tiens, on va travailler sur l'Americana. Je lui montre l'Americana. Il était d'une caté au-dessus, c'est-à-dire il s'était pesé à 85 kilos. Et donc, au lieu de combattre à 84, il avait combattu à 93. Il a fait voler tout le monde. Et entre 2 combats, il a appris l'Americana. Et en finale, il a passé l'Americana. Donc, Vlad, il apprend vite. Ah ouais. Gros talent. Alors attention, il apprend vite. Il peut prendre des coups debout parce que c'est un fou. Mais là encore, on a un combat qui s'annonce spectaculaire en termes de lutte et en termes de show. Et moi, je suis impatient de voir ce combat. J'enchaîne tout de suite avec le combat d'après, Boulox. Mis à part si tu as quelque chose à dire sur Vlad. Non, Vlad, en fait, quand j'ai vu qu'il était annoncé justement pour Arès, je me suis dit, je pense que son adversaire va se retrouver au moins une seule fois sur la nuque. Je te jure que quand j'ai vu son nom annoncé, je me suis dit que son adversaire il va grailler. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il y aura quand même une gestion d'énergie parce que justement, mettre trop. À trop vouloir chercher des productions spectaculaires, ça peut parfois cramer. Donc, en espérant qu'ils sont intelligents, parce que c'est vrai, tu as résumé le combattant, il est un peu trop foufou là. Ah, il est dingue. Le combat d'après, c'est Youssouf Boulox, Youssouf Binat. Youssouf Binaté, c'est que c'est une sacrée galère. Bah, tu t'en rappelles la dernière fois qu'on était à Arès. Je sais pas si t'étais encore arrivé, mais t'étais avec Yoni. Ouais. Et t'as Youssouf Binaté qui fait sa chauffe et tout. Toi, t'es de ton côté avec Yoni. Moi, je suis de mon côté avec Ibra. Et le mec, il est archi calme. Il est archi calme, tu sais, il embête personne, il est dans son coin. Et il a fait son combat. Il a fait son combat et il est arrivé avec une joie. Bon, c'est tout à fait normal. Et il commence à aller voir Ibra. Il dit, ah, Ibra, tu te cheats ici, hein. Et il va Fallait le virer du vestiaire. Ouais. Fallait le virer du vestiaire. Ouais, je te jure, il va voir Jackie Jeanne, il dit, te chie pas dessus, hein. Après, il lui a dit, bro, t'as vu, tout à l'heure, t'étais là, personne t'a fait chier, t'as vu, en gros, reste professionnel, mais c'est un ouf. C'est vraiment ouf. Mais il a faim, hein. Il a vraiment faim parce qu'il a combattu il y a à peine 1 mois. Et là, il est déjà de retour alors que c'est ses débuts en MMA. Il a un gros background en pied-point. Mais non, il avait gagné avec la manière la dernière fois, en tout cas. Il avait gagné avec la manière. Beaucoup ne le savent pas, mais ça fait longtemps qu'il observe le MMA et qu'il s'entraîne au sol chez Mehdi Othman et qui vient tourner. À l'époque, il venait tourner une fois de temps en temps au Factory, mais il aimait déjà ça. Et il avait une gestion de sa distance et de sa hanche qui faisait déjà que c'était pas si facile que ça de l'emmener au sol. Maintenant, il a travaillé la lutte, il a travaillé le sol. Il a un punch, c'est-à-dire que s'il touche avec son bras arrière ou son genou, parce qu'il a un genou magique, il t'éteint. On l'a vu au dernier combat où il a éteint le gars sur une droite, quoi. Il a touché alors que
Le mec en face, c'était un mec qui a un bon palmarès quand même en pied-point. Ouais. Et après, une droite, il s'est couché. Binat, il lui a mis un genou dans la face et il s'est éteint. Donc, gros prospect pour moi. Pas forcément le plus gros des prospects à 61. Je pense que s'il fait la chute et qu'il descend à 57,5, ouh là 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 là, va affronter un mec qui fait cette taille-là, qui tape avec ce niveau de Ouais. puissance, mais qui fait 57,5 kilos et qui a appris le sol, qui a appris à se relever, etc. etc. Moi, je garde un œil sur Ouais. lui. Intéressant, super intéressant. Effectivement, combat à surveiller de près. Juste après, on a le retour de Paulin Bégueil, qui a malheureusement essuyé 2 défaites là, sur ses derniers combats contre Paolo Anastasi. Alors, je souhaitais justement en fait contredire Pico sur Laser MMA, parce qu'ils ont fait la preview de la Res 10. Et j'étais pas du tout d'accord parce qu'il disait qu'en face c'était Paulin mais version blanche. Et je trouve que pas du tout parce qu'en fait j'ai regardé attentivement un combat de son adversaire. C'est un gars du pied-point, mais je trouve que Paulin il a largement en fait la place pour bien le boxer à distance parce que je le trouve un petit peu trop attentiste son adversaire. Mais voilà, je trouve que si on doit parler technique, c'est pas du tout similaire. Donc c'était Jab pour un petit Pico. diable pour Pico. Donc, je vais te laisser parler de Paulin. En plus, toi qui l'as accompagné aussi sur les championnats amateurs il y a quelques années. Ouais. Ouais, alors Paulin, moi, effectivement, je l'ai accompagné sur le championnat amateur, sur lequel on avait fait une victoire, une défaite. Une victoire, c'était magnifique. Il a sprolé sur un mec, il lui a mis un grand endpoint, il l'a mis KO, c'était incroyable. Et puis après, il avait pris une défaite par décision face à un mec qui était, comme d'habitude sur le circuit amateur, qui était très bon lutteur et qui était meilleur lutteur que Paulin. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans son dernier combat, où il s'est retrouvé face à un meilleur lutteur, qui l'a amené au sol, qui l'a bloqué au sol. Et Paulin a pas su trouver les solutions. Si je suis l'adversaire de Paulin, moi, j'ai pas regardé l'adversaire de Paulin, mais si je suis son adversaire, pour moi, il y a un game plan qui est assez évident, en tout cas, qui est assez évident si Paulin n'a pas travaillé cet aspect-là, qui est de l'amener au sol et de le bloquer. Maintenant, ce qu'on sait, et toi, tu le sais parce que tu tournes avec Paulin, parce que si tu as passé du temps avec des gens qui ont tourné avec Paulin, il est surprenamment fort comparé à sa taille. C'est-à-dire que tu le vois grand, tu le vois fin, tu te dis, je vais l'amener au sol facilement, tu te dis, il ne va pas frapper fort. Et globalement, les gens qui tournent avec lui, ce qu'ils disent, c'est attention, il n'est pas si facile à amener au sol que ça. Il est relou. Hein. Il est relou. Et attention, malgré ses membres à la Dalsim, il tape fort quand il tape. Et donc, c'est chiant. Et même Oumar, qui fait sa prépa physique avec moi, me disait, j'étais surpris par le niveau de force de Paulin et le fait que ce soit pas facile à l'amener au sol. Donc attention, Paulin, moi bien sûr, je lui souhaite une victoire. J'espère qu'il a bossé ce qu'il faut bosser, parce que de toute façon, la clé, on la connaît pour Paulin. Améliorer son point fort, c'est-à-dire son pied-point, faire en sorte qu'il soit de plus en plus dur, efficace et qu'il puisse faire la différence. Et ensuite, avoir une lutte et une anti-lutte et une capacité à remonter à partir du sol qui vont lui permettre de remonter quand les mecs vont vouloir l'amener au sol. S'il a fait les changements à ce niveau-là, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Si par contre, à ce niveau-là, il n'a pas fait les changements, je pense qu'il y a un blueprint qui est établi. Et donc voilà, la route est tracée pour son adversaire, en tout cas, si lui, il n'a pas fait les progrès à ce niveau-là. Ouais. Et non, c'est vrai que Paulin, c'est une sacrée galère. Hein. Moi, je le dis clairement aussi, il y a bien. Si je dois dire un nom qui me fait galérer au Factory, c'est Paulin. Comme tu as dit, difficile à emmener. Longéline, frappe fort, il a beaucoup de volume. Il frappe en volume. Donc, je pense que s'il arrive vraiment à ramener ce qu'il sait faire à l'entraînement au combat, ça va être une sacrée galère. Ça va être une sacrée galère. En tout cas, ouais, on lui souhaite d'aller chercher du vert avec la manière. Mais je le sens bien concentré. Encore plus, en tout cas, sur cette prépa, parce qu'il sait que là, faut pas se louper. Ouais. Donc, j'espère que là, en tout cas, il revient avec une meilleure version de lui-même. Ouais. C'est un peu, Boulogne, c'est un peu une carte des noms qui montent. Tu vois, tu as Paulin, tu as Vlad, tu as Binaté, tu as Abouev, tu as Abou. Pour moi, c'est un peu une carte des gens qui montent. Et puis, au sommet de la carte,
Ouais. T'as ceux qui descendent. Les anciens. Ça, c'était juste pour l'ironie du truc. Mais tu vois, tu as les anciens qui ont fait le chemin et qui s'affrontent peut-être un petit peu tard. C'est un combat qu'on a vraiment envie de voir, mais peut-être un petit peu tard. Et si tu regardes l'ensemble de la carte, Asia, dont on va parler juste là, c'est beaucoup de gens qui montent et qu'on a envie de voir jusqu'où ils vont aller. Tu vois? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de prospects, en tout cas de combattants peu expérimentés, ouais, qui se font les dans Suarez. Justement, en parlant de combattants peu expérimentés, il y a le combat d'Asia Miri face à Fabiola Pidroni, qui est elle sur 4-0. Il me semble sur 3 finishes, une soumission et 2 TKO. Je vais juste confirmer ce que je disais. Oh là là. Ouais. Elle est Ouais, costaud. c'est, J'ai pas vu l'embedded. Mais Effectivement, elle a 4 victoires. ouais. Sur ces 4 victoires, elle a 3 au sol. Bulldog choke, KO TKO, donc ça on sait ce qui se passe, hein, c'est des frappes au sol souvent. Grand endpoint from crucifix, round 1. Donc on peut déduire comme ça sans avoir regardé, mais qu'elle amène au sol, Ouais. que ça va vite, que c'est explosif en début de combat. Si on regarde le palmarès de ses adversaires, il y a du 3-2, il y a du 7-7 sur sa dernière adversaire, elle avait 7-7, elle avait 14 combats. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine expérience. Gros challenge pour Asia alors. Ouais, gros challenge, opposition de style parce que son adversaire c'est un gros background de judo. Après, elle a fait un petit peu de pied-point, mais bon, c'est pas le même pied-point qu'Asia. C'est pas le même pied-point qu'Asia, mais en tout cas, elle a un gros background de judo. Je pense que ça en fait, c'est un point d'interrogation parce que voilà, dans les combats d'Asia, les premiers combats justement, premier combat pour elle en MMA, on a vu une aisance technique, rien à dire. En fait, elle a réussi à apporter toute son expérience en Muay Thai, elle a réussi à l'apporter dans la cage. Très légère sur les déplacements. Si je devais la comparer au niveau, je vais vraiment comparer son pied-point à celui de Cyril Gane, tu vois. C'était vraiment de la fluidité, du déplacement, relâchement, une aisance technique. Maintenant, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce que ça va donner face à une lutteuse? Parce que Fabiola Bidroni, elle va beaucoup chercher le catch control. Une fois que c'est en clinch, elle utilise beaucoup son judo. Elle m'a l'air d'avoir des grosses positions. Après, au niveau de la boxe, je pense qu'elle est un peu plus puissante qu'Asia. Mais au niveau de la boxe, je suis pas trop inquiet sur ce côté-là parce qu'il y a beaucoup d'ouverture. Asia, elle est beaucoup précise, Asia. On sait que c'est pas. On sait que c'est pas. Enfin, en tout cas, si elle a une stratégie un tout petit peu intelligente, Fabiola, elle va pas chercher une boxe technique. Il va y avoir crochet, clinch. C'est ce Et qu'elle de fait en là, plus. on va voir effectivement si elle a fait le taf à l'entraînement sur la phase de clinch, la phase de sol, la phase de se relever, ou si là on a encore un déficit. Parce que techniquement sur le pied-point, bah oui, Asia c'est magnifique. Moi, ce qui m'avait impressionné à son premier combat, c'est avec son plus jeune âge, le relâchement, la décontraction, la panoplie technique qu'elle avait montré dans la cage, c'était impressionnant. Le calme. Maintenant, ce qui va faire la différence sur un combat comme ça, ça va pas être pour moi, ça va pas être sur le panel technique. Ça va être sur le panel physique, l'agressivité et la capacité, oui, techniquement, mais techniquement à s'en sortir sur du grinding, sur de la lutte, sur de la défense de lutte, sur du sol, sur se relever, sur pousser la tête, sur être tu sais, ce que je dis souvent aux gars, c'est attention les gars, je dis quand vous tombez au sol, c'est pas du JJB. C'est pas je pose un pied ici tranquillement. C'est du JJB, c'est pas du JJB en même temps. Oui, c'est du JJB parce que c'est du sol, mais il faut être agressif, la tête, il faut mettre la main ici pour décoller la tête, puis pour créer un espace, puis mettre l'avant-bras, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends que dans le dur de la lutte, le dur du sol. Et je pense que là, on va voir effectivement si ce travail-là, il a été fait. Je sais qu'elle s'entraîne beaucoup avec Abou. Donc, s'ils ont beaucoup fait ça, bah, ça va se voir tout de suite. Mais pour moi, c'est la clé, quoi. Ouais. En tout cas, ça va être un bon test pour Asia. Le combat d'après, Mark Ewen contre Khayroulaev. En plus, j'écorche son nom, en plus, je le connais bien. Mais son surnom, c'est Dadaï. C'est un gros lutteur. En fait, la première fois que j'avais tourné, c'est quand je venais justement d'arriver au Factory. On était encore dans le 12 à ce moment-là.
Mais stylistiquement, je sais pas ce que ça donne en combat. Pour être honnête, j'ai jamais vu un combat à lui, mais je sais qu'en tout cas, il a un très très bon niveau en lutte. Après, son adversaire, j'en sais pas trop Le jour, non plus. Boulox, le jour où j'étais là, où il y a les deux Dagues qui sont arrivés un petit peu en retard, c'est ça? C'est fort probable. Hein. Ça a fait du catch control même. Et les deux sont arrivés, et si c'est ce à quoi je pense, lui, il est arrivé avec quelqu'un d'autre ce jour-là. Ils sont arrivés une demi-heure, 40 minutes en retard. Ouais, c'est possible, parce qu'il me disait qu'il était en déplacement, qu'il travaillait de nuit et tout, que c'était compliqué pour lui des fois. Et quand ils sont arrivés, ils se sont fait une guerre mondiale de lutte dans le cours, mais c'était à peine échauffé. Ils se sont fait une guerre mondiale. Et je me rappelle les avoir regardés et dire, bon, moi c'est simple, je vais les laisser tourner entre eux, mais je ne vais pas aller lutter avec eux aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais, donc ouais, je sais pas ce que ça va donner, parce que comme je t'ai dit, ouais, stylistiquement, je sais pas ce que ça donne. Je sais qu'il avait beaucoup de. Il a été. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas combattu, j'avais justement discuté avec lui, il avait changé de management et tout entre temps. Donc là, il fait son retour. Après, je sais pas c'est en lightweight. Parce qu'en fait, la Non. dernière fois justement que je l'ai vu, il me paraissait très très lourd. Hein. Oui, mais si, c'est quasiment sûr que c'est lui, parce que je me Ouais. souviens aussi de cette histoire qui me disait que c'était un 70 kg, mais effectivement, il était à un peu plus de 80 kg. Ouais. En tout cas, je lui souhaite juste bon courage pour le teaching. Écoute, on va voir. Je t'avoue, je le connais pas lui, je connais pas son adversaire. Je vois un palmarès de 4-1, ce qui est toujours solide pour un début de carrière, parce que c'est le moment où c'est un petit peu, tu sais pas trop qui t'affronte Ouais. en début de carrière. Maintenant, quand je regarde les mecs qu'il a affrontés, c'est des mecs avec des palmarès très très faibles. C'est-à-dire Ouais. que premier combat, c'est un mec qui a 0 combat. Deuxième combat, c'est un mec qui a qu'une défaite. Troisième combat, 0 combat. Quatrième combat, 0 combat. Et cinquième combat, 0 combat. Donc, je ne sais pas qui était son management, mais il avait fait un bon travail, en tout cas, pour le monter progressivement. Comme il dit Mika, les pêcheurs. Bah, là, il a affronté que des mecs qui n'avaient pas combattu avant, lui. Donc, Ouais. on va voir. C'est un test, justement. Et le Common Event aussi, qui fait quand même un peu parler, je trouve. Bon, pas aussi que. Pas comme le Main Event, mais qui fait aussi parler de lui. Mustafa Ida, le prospect des Bantamweight contre Demarté Peña. Toi, Nico, qui est justement préparateur physique aussi, on va dire que c'est un peu, entre guillemets, le défaut de Mustafa Ida, de ne pas avoir on va dire ce physique-là ou ce punch, tu vois, chez les Bantamweight. Parce qu'en face, c'est quand même du solide. Hein. C'est quand même du solide. Est-ce que tu penses que ça peut lui faire défaut sur ce combat-là? Oui, mais bien sûr que ça peut lui faire défaut. Après, on a sur Mustafa Aida un mec qui a un volume striker, donc à la Nate Diaz, à la Nick Diaz, etc., qui met beaucoup de volume et qui joue sur ça pour asphyxier ses adversaires. Il a un gros cardio. Hein. Son niveau technique et son volume, c'est avec ça qu'il annihile Ouais. ses adversaires, Mustafa. Donc c'est pour ça qu'on voit sur un mec comme Léopold Goy, qu'on voit que Mustafa, il a fait un 3x5. Et inversement, Mehdi, même si Mehdi c'est aussi un volume striker, mais qui arrivait beaucoup plus solide physiquement, a réussi à le sonner plus rapidement. Donc, est-ce que ça peut jouer? Oui. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Attention, toi tu connais bien, et j'aimerais après que tu me parles un peu plus des Marté Pena, mais comme je disais tout à l'heure, des Marté, il sort de 2 ans ou 3 ans sans combattre, il combat à Paris, dans le même endroit là où il va recombattre, et il prend une défaite par KO dans le premier round en 2 minutes ou 2 minutes 30. Ouais. Effectivement, c'était Laurent Lapillus en face, mais tu peux pas me dire que mentalement, tu n'as pas combattu pendant 3 ans. La dernière fois que tu as mis les pieds dans la cage, tu as perdu en 2 minutes 30 alors que tu pensais que tu allais pouvoir battre ce mec-là et que ça ne va pas t'affecter mentalement. Ça, j'y crois pas. De l'autre côté, Mustafa, il est en pleine forme physique, cardiovasculaire, mentale. Il est là, il est confiant, il en veut, il a faim. Moi, c'est un combat, si tu me demandes un pronostic, c'est le cœur qui parle et c'est la tête aussi, mais c'est un mix des deux, quoi, le cœur et la tête. Forcément, j'ai envie que Mustafa gagne ce combat parce que
parce que je kiffe le petit. Moi, je l'ai découvert dans son combat contre Elder au FFA Challenge, ouais. Super impressionné. C'était impressionnant. Et depuis, je suis. Et donc, voilà, j'espère qu'il va gagner. Parce que aussi, s'il gagne, ça fera un combat franco-français. Et j'adore les combats franco-français entre Mehdi Saadi et entre Moustapha Aïda. Ouais. Et j'ai envie de voir ce combat. Donc, forcément, pour les deux raisons qui viennent. Maintenant, toi, tu as été t'entraîner chez Demarte Pena, si je ne me trompe pas. J'avais assisté à un entraînement, ouais. J'avais assisté à un entraînement là, en Afrique du Sud à l'époque où Ibra, il était. Justement, Peña avait été coach dans l'émission de télé-réalité. Et c'est du solide, mais pour les raisons justement que tu as citées, il a eu 2 ans d'absence parce qu'il a été dopé à un moment donné. J'aurais été inquiet pour Mustapha si Demarte Peña avait fait genre une guerre contre Taylor Lapulus, genre je sais pas, un 5x5. Tu sais, il aurait pu. À ce moment-là, il aurait en fait repris ses marques, tu vois, il aurait repris ses aises dans la cage et tout. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, en gros, même pour lui, il y a encore un gros point d'interrogation. Je pense qu'il là, il sait pas vraiment où il en est. Mais en tout cas, si moi, je dois. Parce que son combat référent, c'est pas du tout celui de Taylor Lapulus, c'est vraiment les combats à l'époque où il était champion double champion même de l'EFC. C'est du solide techniquement. C'est une grosse pression des Demarte Peña. Même Ibra qui avait tourné avec lui. Pourtant, Ibra, à l'époque, il était en 84 kilos. Demarte Peña, il a toujours combattu chez les Bantamweight. Et Ibra, il me disait qu'à l'entraînement, il lui mettait une pression. Il arrivait limite à rien faire, tu vois. Donc, il est très physique. Après, en termes de striking, je trouve que Mustapha, techniquement, il est meilleur. Mais c'est juste qu'en fait, moi, c'est le rapport de puissance et de force en fait, qui va jouer là-dessus. Parce je trouve que même sur les phases de clinch, il y a pas mal de dirty boxing. Sur les phases de lutte, il va chercher la lutte, il met des grosses pressions au sol, des bonnes positions. Mustapha, à chaque fois qu'ils sont emmenés, il arrive à se relever. Mais là, c'est vraiment un palier au-dessus, je trouve, Demarte Peña. En tout cas, Demarte Peña a sa meilleure forme. Donc là, c'est un peu un point d'interrogation, on ne sait pas vraiment où il en est. Donc, en tout cas, bien sûr que mon cœur, il est pour Mustapha. Voilà, je suis avec lui à 100%. Mais en tout cas, là, c'est un test et c'est un gros test. C'est ça, c'est un palier C'est un gros test. C'est aussi peut-être ce qui peut faire que Mustapha, même en gagnant le combat, ils se disent, écoute, physiquement, pour passer au niveau du dessus, j'ai un travail à faire. D'un point de vue stratégique, je pense que Mustapha doit être le plus mobile et le plus en volume possible. Demarte Peña va tenter d'immobiliser le plus possible, de jouer sur la force le plus possible, d'imposer des positions. Le mouvement va être l'ennemi, entre guillemets, de Peña et le mouvement va être l'allié de Mustapha, le mouvement, le volume, le rythme et le cardio. Et ouais, c'est pour la ceinture, c'est pas pour la ceinture? C'est, on va dire, une sorte de qualification pour la ceinture et je suis quasi sûr que le gagnant, justement, devra affronter Mehdi, même s'il y a ce problème d'élite 1, des 3, mais il se peut qu'il y ait une dérogation. Okay. Ça, c'est à voir pour la suite, mais ouais, c'est une sorte de qualification, ouais, pour justement avoir le title shot. En tout cas, c'est un combat que j'attends avec impatience. Juste avant le main event entre Karl Amoussou et Michael Lebou, les deux, c'est des pionniers du MMA français, clairement. Et en plus, c'est marrant parce que là, je viens de recevoir la notification de la CIR. En fait, il y a le face-à-face qui vient de sortir là. On a vu un petit extrait, ça a chauffé. Donc, j'ai hâte de voir ça. Toi, Nicolas, qui a côtoyé les deux, qui a même, je pense, accompagné Karl, peut-être à un moment donné dans ta. Non, Karl, je ne l'ai pas accompagné. Parce que Karl, à l'époque, il était accompagné uniquement par Fernand. Ouais. Donc Karl, non, je ne l'ai pas accompagné. Je l'ai dirigé à l'entraînement, etc. Sur des tapis où il y avait souvent Mika et souvent Karl. Comme le dit lui-même Mika, ils n'ont pas beaucoup tourné ensemble. Ils ne tournaient pas beaucoup ensemble. Ils n'étaient pas meilleurs amis, bon voilà, c'est pas quelque chose qu'on cache aujourd'hui. Et il y avait largement suffisamment de monde sur le tatami pour ne pas avoir à tourner ensemble. Et donc, Mika et Karl, c'est arrivé qu'ils tournent ensemble, mais c'était pas la majorité du temps qu'ils tournaient ensemble. Est-ce que tu veux commencer, Boulox? Je te laisse, Nico. Ouais. Bon, c'est top. Fin de carrière pour les deux, ça c'est évident. On a Mika
qui a fini sa carrière sur le circuit européen, sur des places de numéro 1 européen sur des organisations. Donc, ceinture du BAMA, ceinture du M1. C'était pas la ceinture au Brave, mais c'était gros combat. Tu vois, il a fini sur ce niveau de truc. Donc, il a fini. Quand je dis il a fini, parce que c'est pas il a fini parce que ça fait 3-4 combats qu'il combat en France là. Mais si tu veux, les dernières grosses prestations internationales de Mika, c'est des ceintures sur lesquelles il a des décisions qui sont serrées, parfois qui sont critiquables, et où il gagne pas le titre, mais vraiment il est pas loin. Du côté de Karl, on a une carrière de fou furieux. On a le titre du Bellator. On a un mec qui, à un moment, quand il revient sur le circuit européen, qui s'entraîne au Factory, il est sur 7-0. Il est sur 7 victoires avant la limite dans le premier round. KO bras arrière pour le titre du Cage Warrior. KO high kick, soumission en clé de talon. Voilà, un truc de fou. Et Karl se sépare du MMA Factory. Il change d'entraîneur. Il change d'environnement. L'environnement, c'est un point qui est très important pour Karl parce que c'est quelqu'un qui est très méthodique, dans lequel tout est réglé parfaitement, etc., etc. Et ma sensation, c'est que ce changement d'entraînement lui a coûté, de cadre, lui a coûté beaucoup. Si on regarde à partir de ce moment-là, si on regarde la carrière de Karl, il fait son combat au Cage Warrior qui perd contre Dominic Stills. Ensuite, il fait son combat au Brave qui perd aussi. Il y a une histoire de coups de poing, mais de coups dans les parties, il me semble aussi. Mais bref, compliqué. Il se blesse, il ne combat plus pendant un moment. Quand il revient à la compétition, donc 3 ans plus tard, il revient à la compétition, cette fois-ci managé par Guillaume Pelletier. Il enchaîne 3 victoires, mais on sait que donc le premier combat, on sait que c'est un combat de retour, on sait que c'est pas c'était contre un gars qui avait quand même 13-21. Voilà. 13-15, non? À l'époque où il affronte, je sais pas, mais en tout cas là actuellement, le gars que Karl avait pris au Soko FC, c'est un gars qui avait 13-21. Ok. Donc tu vois, c'est un combat de retour contre un mec qui est pas super fort. Ensuite, il combat pour la ceinture de l'Hexagone. Il me semble que c'est la ceinture de l'Hexagone. Il y a cette histoire de disqualification, etc., etc. Bon, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'il dominait le combat. J'ai pas vu le combat. Et puis après, il prend cette victoire par clé de talon. Et là, il va pour affronter. Alors, c'est honorable. Il va pour affronter les Vikings, Abdul, qui est vraiment clairement numéro 1 des 77 en France, qui terrorise tout le monde. Et Abdul, il fait ce qu'il sait faire. Il jette Karl au sol. Une fois qu'il le jette au sol. Une erreur technique, cette fois-ci, ça vient pas de moi, mais ça vient du côté de Nico. Donc, tu disais, ça s'est arrêté au moment où Karl affronte Abdul. Ouais, donc je dis, il affronte Abdul. Abdul, c'est tout à l'honneur de Karl. Abdul fait ce qu'il sait faire. Il amène Karl au sol. Ça bloque un petit peu au sol. Et ensuite, Abdul, il déchaîne un grand endpoint des enfers. Et le combat s'arrête là-dessus. Parce que le grand endpoint, il est d'une violence qui est inouïe. Moi, honnêtement, j'étais choqué par ce grand endpoint. Parce que quand le combat termine, quand le round termine, je vois Karl face au sol. Et qui met 3-4 secondes à se relever de ça. Et je me dis, waouh! Mentalement, pour moi, je pense que c'est une défaite qui a été très, très dure. Et j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de dire que ce combat, finalement, c'est un combat qui, pour moi, va beaucoup jouer au mental. Mika connaît la stratégie à utiliser pour battre Karl. Karl connaît la stratégie à utiliser pour battre Mika. Qui va avoir les capacités mentales de rester focus dans son game plan, de ne pas péter un plomb, de ne pas aller chercher une guerre qu'il ne veut pas forcément. Pour être plus précis, je pense que si Mika vient trop chercher la bagarre, je pense que Karl va l'envoyer en l'air et c'est dangereux. Parce que Karl, on peut dire ce qu'il veut, mais il a une balayette de l'enfer. C'est un tueur à gage là-dessus. Il a balayé tout le monde au Factory et je pense qu'il peut encore balayer. Il a un don là-dessus, c'est incroyable. Donc, je pense que Mika va aller chercher la bagarre, mais pas tant que ça. Si
Karl va trop chercher la bagarre, il va se retrouver dans une bagarre avec Mika et il veut pas de cette bagarre non plus parce que Mika, il encaisse, il est guerrier et Mika, la bagarre, c'est son truc. C'est-à-dire que là où il brille, c'est quand tu lui dis, OK, Mika, sors tes couilles et va à la guerre. Et là, il brille dans ces trucs-là. Et donc, finalement, le manier le curseur pour pas aller trop dans un domaine et ne pas y aller non plus, ça va jouer sur le mental, sur la capacité à gérer ses émotions. Et j'ai l'impression que Mika, il est en train de gagner sur ce chapitre-là. Mika, il fait un travail de sable depuis l'annonce du combat, avec ses petits pics sur les réseaux, avec ses petits pics sur le AB Show, avec ses petites blagues, ses petites vannes. Et quand tout à l'heure, comme toi, je tombe sur le face-à-face qu'on attendait tous, je tombe sur le face-à-face chez La Sueur, et que Karl, il est en terrain hostile. Parce que si tu écoutes bien ce qu'il dit, Karl, il dit je trouvais ça grave marrant, il dit, si on parle de vrais classements, pas des classements d'affinité comme la Sueur. Ouais. Donc, déjà, il envoie un disque à La Sueur. Et c'est top, mais ça veut dire qu'il dit, vous, les médias, le principal média qui couvre l'événement, pour lequel je suis plus ou moins obligé de faire une vidéo de promo, vous n'êtes pas de mon côté parce que vous êtes un média d'affinité. Sous-entendu, vous êtes un média affilié au Factory et vous mettez vos préférences, vous affichez vos préférences. Donc, il dit, vous, La Sueur, vous n'êtes pas mes alliés. Vous êtes plutôt de l'autre côté. Ouais, il lance un pic directement. Ouais. Il lance un pic directement. Fernand, il a dit clairement, Karl, sur les réseaux, il a dit, Fernand, on travaille ensemble, mais ne me fais plus croire qu'on est amis ou frères ou quoi que ce soit. On travaille ensemble, c'est tout. Ouais. On a une relation de travail. Donc, il est dans l'événement d'un mec qui n'est pas son allié non plus. Et en face de lui, il a un mec qui a manié le pic, la petite blague. Tu vois, Mika, c'est un mec qui te cherche comme ça, tu vois, qui t'envoie. C'est pas un mec qui te bombarde d'un coup. C'est un mec qui t'envoie un petit pic là, un petit pic là. Ah, ça te chatouille ici. Tiens, je vais te chatouiller ici. Ah, c'est ici. et quand je vois Karl qui dit je vais quitter l'interview, je me dis ok, là, quand il dit je vais quitter l'interview, quand il dit ça fait 2 mois que tu m'envoies des pics comme une ex jalouse qui n'arrive pas à passer à autre chose, je me dis ok, là ça t'a piqué, c'est-à-dire que tu les as vus les trucs, tu vois. Et ça me fait dire que peut-être que Karl il va arriver dans ce combat. S'il n'arrive pas à faire la part des choses, en tout cas, il va arriver déconcentré en voulant faire une guerre et ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Voilà l'analyse qui dépasse le technique, qui dépasse le technique. C'est ça, je te rejoins et j'ai rien à rajouter parce que Bakar, on le voit que lorsqu'il a un combat préparé, il s'en cache pas. Hein, c'est lui-même qui le mettait sur les réseaux. Par exemple, dernièrement, il mettait la photo d'Abdul un peu partout chez lui. Donc, tu vois que lorsque tu as un combattant qui prépare ses combats de cette manière-là, tu vois que ça joue beaucoup psychologiquement. Et Mika, je pense que voilà, il va faire en sorte de le sortir du combat. Et comme tu as dit, sur l'extrait qu'on a vu, il quitte l'interview, ou en tout cas, il veut quitter l'interview. Donc, c'est un combat qui va se jouer beaucoup à la psychologie. Et sur la psychologie, Mika, on sait qu'il a un gros mental. Et on sait que Karl, lui, il faut justement qu'il garde sa ligne de conduite. Et il faut qu'il reste... dans sa concentration. Donc, Boulox, tu vois ce combat. Je sais que Mika annonce un finish dans le 2e round. Ouais. Quel est ton pronostic sur ce combat définitif? C'est un peu compliqué parce que là, je suis partial. J'ai énormément de respect pour Karl, mais voilà, j'ai une affinité avec Mika, donc forcément, c'est le cœur balance pour Mika. Mais honnêtement, même sur l'aspect technique, je pense que Mika sera meilleur ce jour-là. Je pense que Mika va l'emporter sur une décision. J'ai du mal aussi à voir le déroulé du combat. Mais ouais, je pense que ça va se faire sur une décision. Et toi, Nico, mouille-toi. Je le vois, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense pas que c'est. Je pense que si ce combat se termine avant la limite, et notamment s'il se termine dans le 1er round, je pense que ce sera à la faveur de Karl. Qu'il a la capacité, il a une clé de talon de malade mental. On oublie aussi qu'il a un juge de malade mental.
Je l'ai vu mettre le jujé contre un peu à la Fedor, contre des lutteurs. Il est très, très fort là-dessus. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est des zones de danger. Maintenant, Mika s'est préparé. Mika va, je pense, au maximum éviter le sol, en tout cas en début de combat, dans la partie la plus dangereuse. Et je vois effectivement Mika s'imposer sur une décision dans un combat qui, même s'il me hype énormément, pourrait être un petit peu moins engagé que ce à quoi on s'attend. Ça pourrait être un combat finalement de deux combattants qui ont de l'expérience et qui savent comment faire pour ne pas perdre, et du coup, sur lesquels il y a moins d'échanges que ce à quoi on pense. C'est possible. C'est possible, mais j'ai l'impression justement que là, ils veulent prouver au public, ils veulent montrer que voilà, qu'ils ont une bonne carrière, les deux qui sont. Ils veulent montrer que voilà, je suis le meilleur, donc j'ai l'impression qu'il y aura justement de l'engagement. Après, voilà, stratégiquement, il se peut que Karl essaie par exemple de pourrir le combat. Je pense pas que du côté de Mika, ça arrivera, ça. Mais je pense qu'il y aura de l'engagement et je l'espère. En tout cas, ces combats-là, il a attendu ce jeudi-là, retransmis sur l'UFC Fight Pass et sur Canal Plus Sport 360. J'ai hâte, on a hâte. Nico, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et on se retrouve sur un prochain podcast. À très vite. Toujours un plaisir de t'écouter. Abonnez-vous, n'oubliez pas, cliquez, partagez. Merci à toi, Nico. Allez.